continuer la lecture du bouquin. Le concept n'est pas sans rappeler les frasques supposées de la légendaire comtesse Erzébeth Báthory, restée célèbre pour s'être baignée dans le sang des jeunes vierges pour conserver sa beauté. Pour le fondateur de cette start-up, Jess Karmazin, l'idée n'a pourtant rien de la fable de vampire. Ce physicien de 32 ans, diplômé de la prestigieuse université de Stanford, dit s'appuyer sur de solides présupposés scientifiques et prétend intégrer sa démarche dans un protocole médical rigoureux destiné à évaluer les effets anti-âge de ces transfusions sanguines. Sauf que les jeunes Kobe de cette expérimentation ne sont pas tout à fait consentants. La start-up fournit dans les mêmes banques de sang que les grands groupes pharmaceutiques sans que les personnes vendant leurs plaquettes soient averties qu'ils satisfont ainsi le projet scientifique de Jess Karmazin, comme le rapporte la chaîne de télévision américaine CNBC. L'idée de ce business model serait venue à Jess Karmazin en étudiant les données plus que concluantes extraites de tests de transfusion réalisés sur des animaux de laboratoire qui auraient prouvé l'effet positif de la transfusion de sang jeune sur les capacités mémorielles d'animaux plus âgés. De là à appliquer la méthode aux humains, il n'y a qu'un pas que le jeune physicien a donc allègrement franchi. Selon lui, son initiative rencontre déjà un certain succès. 100 personnes auraient signé pour être ses Kobe transfusés, la plupart très âgés. Le physicien espère qu'ils seront beaucoup plus à vouloir tenter l'expérience. Selon ses déclarations, les premiers effets positifs du traitement se seraient déjà fait sentir sans qu'aucun effet secondaire négatif soit à déplorer. L'extravagant magnat de la Silicon Valley, Peter Thiel, ami proche de Donald Trump et fondateur de PayPal, a récemment relancé l'engouement des entrepreneurs californiens pour la régénération cellulaire en investissant massivement dans les startups dédiées à la lutte contre le vieillissement via un projet baptisé Project Immortality. Dans une interview accordée au journaliste Jeff Bercovici, ce célèbre libertarien s'était d'ailleurs montré très loquace sur les vertus supposées de la transfusion de sang jeune dans des organismes plus âgés, au point d'être à l'origine du financement d'Ambrosia. C'est ce que semblait suggérer Jess Karmazin au journaliste qu'il avait interrogé dans le cadre d'une enquête sur le milliardaire californien parue en août 2016. Dans le cadre... qu'est-ce que je raconte Dans le cadre d'une enquête sur les milliardaires californiens parue en août 2016, selon ses dires, le physicien et fondateur d'Ambrosia aurait été contacté par un certain Jason Kam, directeur médical de TIFF Capital, également connu pour soigner de nombreuses stars de la Silicon Valley, dont un certain Peter Thiel. Quelques mois après l'interview accordée à Jeff Bercovici, Jess Karmazin est revenu sur ses propos démentant sur le site américain CNBC tout lien entre le célèbre homme d'affaires et son business. Fort heureusement, l'expérience ne risque pas d'être dupliquée de sitôt dans l'Hexagone. Depuis la loi Aujaleux de 21 juillet 1952, le sang et ses dérivés sont décrétés tissus du corps humain et ne peuvent faire l'objet d'une commercialisation. De même, le don de plasma ne peut être rémunéré. En revanche, depuis février 2015, l'établissement français du sang, qui disposait jusqu'à présent du monopole concernant la commercialisation du plasma dit thérapeutique, a perdu exclusivité de la commercialisation du plasma SD, l'un des 3 plasmas à vocation médicale qu'il produit. La réglementation française fait cependant figure d'exception. Aux États-Unis, où la rémunération des donneurs est légale, le marché du plasma engrange chaque année 17 milliards de dollars, comme le montrait un récent documentaire consacré au marché de l'or rouge. De véritables supermarchés du prélèvement voient se succéder tout au long de la journée ces donneurs qui n'en sont plus vraiment. Entre les deux, certains pays comme l'Allemagne autorisent le dédommagement des donneurs. La promesse de la start-up Ambrosia avait fait bondir la communauté médicale mercredi 20 février 2019. Elle a été rejetée avec force par la Food and Drug Administration, FDA, dont les transfusions de plasma sanguin d'adolescents ne permettent pas de retarder les effets du vieillissement ni de lutter contre le cancer ou la maladie d'Alzheimer. Puis encore, prévient l'autorité sanitaire américaine,
Cette pratique peut être dangereuse pour la santé. Dans la foulée de cet avertissement, Ambrosia a annoncé la suspension immédiate de ses activités, sans préciser si celle-ci était définitive ou seulement temporaire. En janvier 2019, l'entreprise indiquait être opérationnelle dans 5 villes américaines et revendiquait plus d'une centaine de clients. La société leur avait vendu 1 ou 2 litres de plasma sanguin jeune prélevé sur des personnes âgées de 16 à 25 ans. Prix des transfusions 8 000 et 12 000 dollars, 7 000 et 10 500 euros. Un autre commerce multiplié en Europe, c'est celui des banques privées de sang de cordon. Les parents espèrent ainsi pouvoir traiter leur enfant en cas de maladie grave. En France, les pouvoirs publics souhaitent, eux, développer les banques publiques. De plus en plus de femmes entendent parler de cette possibilité, notamment à travers les exemples de célébrités qui ont mis en banque le sang de cordon de leur bébé. Sur son site internet, la firme britannique Cryogenesis n'hésite pas à faire valoir qu'elle compte parmi ses clients le chanteur Rod Stewart, le footballeur Thierry Henry et même des membres des familles royales d'Europe. Dans le monde, des dizaines de banques privées proposent ainsi d'assurer le prélèvement et à la naissance et sa conservation pendant 20 à 25 ans pour un usage personnel ou intrafamilial, coût de la prestation entre 1000 et 3500 euros. Les cellules du sang de cordon seraient pluripotentes. Elles auraient la possibilité de se transformer en différentes cellules de l'organisme et représenteraient une source potentielle pour la thérapie cellulaire. Conservées, congelées, elles garderaient toutes leurs aptitudes. En Angleterre, plus de 30 000 parents ont été séduits. Selon Cryogenesis, en comparaison, la Banque nationale britannique stocke, elle, 11 000 unités. Les firmes privées américaines compteraient pour leur part plus de 2,5 millions de clients. En France, seul pays européen à ne pas avoir autorisé l'implantation de banques privées, il est difficile d'obtenir des chiffres. Dans son rapport récent sur le sujet, la sénatrice UMP Marie-Thérèse Hermange signale cependant une amorce de ce phénomène. Certaines firmes étrangères font d'ailleurs de la publicité dans l'Hexagone, notamment dans les zones frontalières. Les Françaises vivant à la frontière belge ou suisse sollicitent après l'accouchement ces banques privées qui viennent sur place dans les maternités recueillir le sang du cordon ombilical du bébé qui vient de naître. Source: le nouveau marché du sang de cordon ombilical, santé.lefigaro.fr. La bioéconomie représente le stade ultime du capitalisme globalisé. C'est donc en tant que matière première renouvelable, capable de se reproduire et de s'adapter, que les êtres vivants sont devenus la source d'une nouvelle forme de productivité économique. Transhumanisme, posthumanisme. Une partie de ce que nous avons abordé précédemment relève du domaine du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement culturel et intellectuel international prenant une idéologie qui défend le recours aux techniques pour augmenter les aptitudes mentales et physiques et améliorer les aspects indésirables de la condition humaine comme la souffrance, la maladie, le handicap, le vieillissement ou la mort. Dans son ouvrage Aux racines du transhumanisme publié en 2020, Alexandre Moati montre que le mot transhumanisme est créé par le français Jean Coutreau en 1937. Jean Coutreau connaît l'écrivain Aldous Huxley, mais selon une autre théorie, c'est le frère de ce dernier, le biologiste Julian Huxley, qui invente le mot transhumanisme à partir de 1957 pour désigner l'idée d'amélioration des performances humaines. En 1957, Julian Huxley définit le transhumain, bien que le concept qu'il désignait différât sensiblement de celui auquel les transhumanistes font référence depuis les années 80. Il définit le transhumain comme un homme qui reste un homme mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine. La qualité des personnes et non la seule quantité. Est-ce que nous devons viser par conséquent une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous nos espoirs d'un monde meilleur? Il s'agit bien d'améliorer la qualité des individus comme on améliore la qualité des produits. Julian Huxley est en effet un des biologistes à l'origine du Manifeste des généticiens, signé par de nombreux généticiens prestigieux en 1939, qui prônait un eugénisme de gauche, où l'amélioration des conditions sociales est présentée comme la condition de la réussite et de l'efficacité d'une politique eugéniste. Il écrivait en 1957 « L'espèce humaine peut, si elle le veut, se transcender pas seulement de manière sporadique, un individu ici d'une manière et un autre là-bas autrement,
mais dans sa globalité en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette croyance. Peut-être le mot transhumanisme peut-il servir? L'homme restant l'homme, mais se transcendant, réalisant de nouvelles possibilités de et pour sa nature humaine. Source. Julian Huxley in New Bottles for New Wine, Londres, Château et Windus, 1957. Cette référence à une croyance en un dépassement n'est pas celle que retient le futurologue Feridun M. Esfandiari en 1966 quand il enseigne à la New School of Social Research de New York. À cette époque, les moyens techniques ont pris de l'ampleur avec la chimie triomphante, l'informatique en germe et les prémices de la manipulation des gènes. Il s'agit de les utiliser pour donner à l'homme la possibilité de s'affranchir de sa dépendance biologique. F.M. Esfandiari prend le pseudonyme mythique de FM-2030 et formule la première déclaration transhumaniste en 1973. Julian Huxley a été au centre de discussions dans un groupe d'amis restreints. Pierre Teilhard de Chardin, Jean Coutreau, Abraham Maslow. Tous les quatre ont tourné autour du mot transhumanisme pour exprimer leur désir de repenser l'homme dans ses destinées et revoir son évolution à venir. Jean Coutreau, défenseur de la planification et d'une organisation rationnelle du travail, a fondé, avec Aldous Huxley et le médecin Alix Carroll, le Centre d'études des problèmes humains. Ce petit réseau de scientifiques avait en commun le désir de repenser le destin de l'homme dans un contexte de progrès scientifique. Le mot transhumanisme a circulé comme une possibilité pour nommer cet humanisme d'un genre nouveau. Au début des années 1960, la question des relations entre les intelligences humaines et artificielles, qui est une des thématiques centrales du transhumanisme, est abordée par l'informaticien Marvin Minsky dans les décennies qui suivent. Ce domaine de recherche continue de voir apparaître d'influents penseurs comme Hans Moravec ou Raymond Kurzweil, tantôt officiant dans des travaux d'ordre technique, tantôt spéculant sur l'avenir technologique à la manière du transhumanisme. L'émergence d'un mouvement transhumaniste clairement identifiable commence dans les dernières décennies du XXe siècle. Le transhumanisme est divisible en deux parties. La première partie est le côté biologique qui se réclame de la tradition humaniste, une tradition bien représentée par certains passages de l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain en 1795 de Condorcet. Voici ce que dit Condorcet dans son essai. Nos espérances sur les destinées de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois questions: la destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin le perfectionnement réel de l'homme. Il décrit une humanité se rendant maître de son destin biologique. Nous pourrions donc conclure déjà que la perfectibilité de l'homme est indéfinie. Et cependant, jusqu'ici, nous ne lui avons supposé que les mêmes facultés naturelles, la même organisation. Serait-il absurde maintenant de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit-il être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet ou d'accidents extraordinaires, ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable. Source. Qu'est-ce que je raconte? Condorcet n'hésite pas à poser la question qui sera celle du transhumanisme. L'espèce humaine doit-elle s'améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences et dans les arts, et par une conséquence nécessaire dans les moyens de bien-être particuliers et de prospérité commune, soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique, soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut en être également la suite, ou de celui des instruments qui augmentent l'intensité et dirigent l'emploi de ces facultés, ou même dans celui de l'organisation naturelle. En répondant à ces trois questions, nous trouverons dans l'expérience du passé, dans l'observation des progrès que la science, que la civilisation ont fait jusqu'ici, dans l'analyse de la marque de l'esprit humain et du développement de ses facultés, les motifs les plus forts de croire que la nature a mis aucun terme à nos espérances. Le deuxième transhumanisme est celui d'une hybridation homme-machine, le cyborg, l'ambition développée par la cybernétique a pourtant constitué un creuset formidable pour l'élaboration des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle, des thérapies systémiques de l'école de Palo Alto ou encore des théories biologiques de l'auto-organisation. Marvin Minsky
présente la première cybernétique comme un tronc commun qui se serait divisé en trois branches, la simulation cognitive à la Alan Newell et Herbert Simon, l'intelligence artificielle et la seconde cybernétique ou théorie des systèmes auto-organisateurs. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.